Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue. Société, culture, politique, tous les sujets ont été abordés depuis septembre dans Pendant le 20h. Je vous propose de redécouvrir deux débats. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Macron, Hamon, Fillon, Le Pen, Jadot, Mélenchon, officiellement candidats et investis par leur parti. Tous les projecteurs vont s'allumer. Et les acteurs, semble-t-il, vont s'animer en même temps. Présidentielle 2017, que le spectacle commence. C'est le sujet de votre 20h avec la journaliste Marie-Jo Harrigues-Landine et le sondeur Jérôme Paoli. Bonsoir à vous deux. Comment ça va ? Bien, et vous ? Comète. Alors, présidentielle 2017, que le spectacle commence. C'est ainsi que nous avons intitulé notre sujet du soir. Macron, Hamon, Fillon, Le Pen, Jadot, Mélenchon. On ne sait pas si tous vont être sur la ligne d'arrivée. D'autres vont évidemment attendre dans les starting blocks. Comment jugez-vous ce casting ? Allez, Marie-Jo. Écoutez, inattendu en tout cas, tout à fait inattendu parce que finalement les primaires, auxquelles d'ailleurs peu de partis avaient l'obligation de se soumettre, ont donné des résultats totalement inattendus. Donc les candidats qui auraient dû être les candidats naturels ont été balayés, ou par l'histoire, ou par les primaires. Et puis les autres, ceux qui pensaient revenir... Enfin, c'est très très étrange parce que cette espèce de vox populi, mais quand même partial, puisque quand même quand on participe à une primaire, en général, on est à peu près proche du candidat, du parti, a vraiment balayé les éléphants. Est-ce qu'elle est intéressante pour le sondeur, une élection comme celle-ci ? On disait en coulisses, moi personnellement je la trouve assez passionnante aussi parce qu'on attendait un combat, le deuxième round Hollande-Sarko, finalement on voit que tout a explosé en plein vol. Hein. C'est complètement imprévisible. Alors c'est assez imprévisible et dans la tendance. C'est ça qui est intéressant, parce c'est imprévisible, parce que comme tu le disais, effectivement, tout le monde disait ça va être Hollande-Sarko. Lequel des deux sera au deuxième tour pour gagner contre Marine Le Pen et le président de la République. On est dans un schéma complètement différent. J'allais dire dans la tendance parce que il y a beaucoup d'élections à l'étranger où on a des gens inattendus qui prennent le pouvoir et ça a l'air de se reproduire aussi en France, tout simplement, parce que il y a une volatilité aujourd'hui de l'électorat qui est très très importante. Les chiffres d'aujourd'hui ne sont évidemment pas les chiffres de dans 3 mois. Et tout bouge. Et en plus, avec les affaires au milieu, ça n'arrête pas et c'est très imprévisible. Alors, en début d'émission, nous avons eu Paul Raveau, politologue, qui est fin connaisseur, je le dis, du Parti Socialiste. Il pense que le Parti Socialiste ne va pas se disloquer, se fracturer. Vous êtes de cet avis ? On va rappeler que dès aujourd'hui, quelques députés, il semble-t-il que dans les jours à venir, il y en aura plusieurs, proches de Manuel Valls, ont demandé d'être en retrait si Benoît Hamon ne précisait pas et si Benoît Hamon n'était pas un peu plus rassembleur sur ses positions. Il va à un moment donné être obligé de faire une synthèse. Ah, cette fameuse synthèse du Parti Socialiste. Mais il n'est plus Hamon candidat avec des idées plutôt à gauche, il est le candidat du Parti Socialiste. Donc il va évidemment arrondir les angles, comme Fillon l'a fait à un moment donné, où il est revenu sur les fonctionnaires, sur la retraite. Donc petit à petit, ça se reconstruit. Le Parti Socialiste, ça reste quand même un parti important de gouvernement, qui a gouverné, qui regouvernera peut-être un jour, mais c'est pas une association de loi de 1920. Donc de là à dire que le Parti Socialiste est mort, on en est peut-être un peu loin. Non, puis c'est vrai qu'on est tout de suite après le résultat, et on l'a déjà dit, les primaires laissent toujours des cicatrices. Toujours. Il y a quand même un petit combat qui se livre, un petit ou un grand combat. Donc on est dans cet après qui est effectivement très décevant pour les partisans de Manuel Valls. Voilà, le temps qu'effectivement Benoît Hamon ajuste, parce que c'est le candidat maintenant de ce parti-là, et le temps que les partisans de Manuel Valls digèrent cette défaite qui en est une, malgré Manuel tout. Valls ne sera pas d'ailleurs à l'investiture, il sera en vacances. Il a lancé un communiqué, il a envoyé un communiqué en disant qu'il serait en vacances pour l'investiture de Benoît Hamon. La droite. C'est vrai qu'il est un peu déchargé de. La droite et François Fillon. Est-ce que François Fillon. Alors là, tiens, c'est vraiment au sondeur que je pose la question. Est-ce qu'il peut se dépêtrer de ce que l'on appelle le Penelope Gate ?
Ça va, il peut. On n'est pas, si on fait un parallèle avec l'affaire DSK, qui a fait perdre DSK et faire que, même si que DSK, on n'est pas dans la même histoire. Aujourd'hui, on commence à mesurer effectivement dans l'opinion des baisses de popularité qui sont évidentes. Macron se rapproche de Fillon. Voilà, alors, dans les sondages, ils sont autour de 20% l'un et l'autre, à 1% près. Donc ils sont vraiment au coude à coude. Mais il n'a pas complètement dévissé, Fillon. Donc la campagne, il y a encore 3 mois de campagne. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres affaires qui sortent. Il ne faudrait pas que ce soit entretenu, parce que c'est vrai qu'il y a quand même... il y en a une par jour en ce moment, donc ça commence à s'accumuler. Ça va être difficile pour lui. À voir. La stratégie de Marine Le Pen, ce que l'on a appelé la dédiabolisation sous les conseils, en tout cas la ligne Florian Philippot, c'est ainsi qu'on la nomme, ça marche vraiment, elle est en tête dans les sondages, mais vous avez le sentiment qu'elle imprime la campagne là pour le moment ? Disons que sur la campagne, tous les sondages depuis un sacré moment maintenant la donnent au deuxième tour. Donc elle imprime la campagne puisqu'elle va être présente au deuxième tour. Donc le fameux... il y a quand même de grandes chances. Dispersion à gauche. Marie-Jo doute peut-être. Non, je m'inquiète. Elle fera un gros score. De là à ce qu'elle passe le deuxième tour, on est dans une autre histoire et une autre séquence. Mais la présence de Marine Le Pen aujourd'hui au deuxième tour, elle est très probable. Voilà, on va prendre des pincettes, mais elle est très probable. Ça veut dire que sa campagne fonctionne et qu'elle risque même d'arriver en tête. Marie-Jo, est-ce qu'elle, on a parlé de surprise au tout début de cette conversation, est-ce que tout de même, alors ce casting, c'est un mot pris à la volée, évidemment, c'est pas qu'un casting au sens où on peut l'entendre, quoique, est-ce que ça vous surprend, est-ce que ça vous intéresse, ça vous interpelle, vous avez le sentiment qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus forts que lors des dernières présidentielles? Mais un peu quand même, parce qu'on a l'impression quand même qu'avec le choix des candidats, les électeurs ont voulu remettre à gauche un homme de gauche, remettre à droite un homme de droite. Avec des choix de société très différents. Hein. Oui. On revient sur les fondamentaux. On dirait, on se retrouve un petit peu dans les paysages politiques de ma jeunesse, où les choses étaient un petit peu plus claires. Il y aura beaucoup de candidats quand même, peut-être un peu trop, mais on a vraiment l'impression que quelqu'un incarne un parti, alors que jusque-là, c'était très très flou. Et sur cette primaire, c'était très clair que les gens de droite ont fait le choix d'éviter tout ce qui était trop à gauche, et les gens de gauche, ceux qui étaient trop à droite. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on a Macron, qui est une espèce de Deus ex machina, on ne sait pas trop où il se place, mais qui finalement un clignotant, a dit Benoît Hamon. Oui, mais en étant ni droite ni gauche, de fait, il se met au milieu. Et c'est vrai que la place du centriste était assez faible ces dernières années. Donc, les choses sont assez... Nous ferons, je le dis aux téléspectateurs, nous ferons une émission dans quelques jours sur Benoît Hamon. Est-ce qu'il existe un effet... Macron. Est-ce qu'il existe un effet Macron en Corse? Nous l'évoquerons dans la semaine. Mais il y a 2 chiffres qui sont intéressants. C'est qu'aujourd'hui, 80% des Français se disent intéressés par la présidentielle. Alors, par rapport au tout discours ambiant qui dit en permanence les Français ne s'intéressent plus aux hommes politiques, à la politique, c'est pas vrai du tout, puisque le chiffre sur l'intérêt de la campagne présidentielle est très très élevé, 80%. Et après, si on prend sur Macron, ce qui est intéressant quand on fait des sondages d'intention de vote, c'est est-ce que vous allez sûrement voter pour cette personne ou vraisemblablement voter pour cette personne. Et il y a un différentiel qui reste important, vous parliez tout à l'heure de Fillon, entre Fillon et Macron, c'est que les gens sûrs de voter Fillon sont beaucoup plus importants que les gens sûrs de voter Macron. Ouais, donc le socle solide. Ce qu'on appelle le socle dur sur Macron, il n'est pas si important que ça. Et avec la volatilité de l'électorat, rien n'est joué non plus pour Macron. Alors, intéressons-nous à la Corse. Si je vous pose cette question, est-ce qu'il y a un candidat qui entend, qui écoute les aspirations des insulaires, selon vous? Quel serait le candidat dans la liste qu'on a donnée? Alors, Mélenchon, Fillon, Hamon, Jadot peut-être, Le Pen. Tout à l'heure, vous disiez que le spectacle commence. Je crois que pour les candidats à la présidentielle, vis-à-vis de la Corse, le spectacle n'a pas commencé. Ouais. On a très peu de personnalités candidates à la présidentielle qui ont pris position sur tel ou tel sujet. On sait que la droite n'est pas tout à fait pour la collectivité unique au 1er janvier. Non, et on l'a d'ailleurs bien senti il y a quelques jours. Hein. Dans un an. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas globalement. Mais là, on a une position, on va dire, nationale qui sera évidemment portée par le candidat de la présidentielle. Et suivie par les parlementaires Après, insulaires. on n'a pas entendu encore beaucoup de choses, quoi.
Non, on il a faut- l'impression que la Corse, c'est pas vraiment un enjeu. Et même, non seulement c'est pas un enjeu, on a même l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être très casse-gueule, en fait. Ouais. Et donc, trop se prononcer sur la Corse pourrait desservir. Alors, ce n'est certainement pas un enjeu pour les candidats aux élections présidentielles, je vous l'accorde, ma chère Marie-Jo, mais symboliquement, c'est important. Tout de même. Ah oui, bien sûr. Si on se souvient, 2002, Lionel Jospin-Chevènement, la fracture entre Lionel Jospin et Chevènement partait aussi de la Corse. Donc, avec la Corse, on marche aussi sur des œufs. C'est intéressant de savoir ce que les candidats aux élections présidentielles vont penser, parce qu'on parle pour l'opinion publique insulaire, mais également pour l'opinion publique continentale. Oui, mais c'est parti sur une crise. Parce C'est qu'il y vrai. avait une crise en Parce Corse. qu'il y avait une crise, les accords de Tant Matignon, que tout va d'un bien, point de vue tant qu'il y de a, Chevènement. la mer est bleue en Corse, on va dire que les hommes politiques nationaux, au réveil, ils ne pensent pas forcément à Ajaccio, Bastia et l'Assemblée de Corse. Ils ont d'autres préoccupations. Et on voit aujourd'hui sur les débats, sur les primaires, tu l'as très bien dit, c'est que les gens de droite ont voté, se sont repositionnés à droite, les Projet gens de de gauche. société avant tout. Il y a des problématiques de société très fortes aujourd'hui, des problématiques économiques très importantes. On ne peut pas espérer que les candidats fassent un focus immédiat sur la Corse aujourd'hui. Non, ça va être un plaisir aussi de voir aux législatives quelques mois. Alors si on reste encore un petit peu en Corse, justement sur les personnes, on en a parlé avec Caroline, les investitures, LR, si on prend l'exemple de la première circonscription, enfin de la circonscription d'Ajaccio de Corse du Sud, Jean-Jacques Ferrara, le président du conseil général également. Il y a Oui, une après- lutte, hein. Oui, il y a une lutte, mais on est dans une lutte, j'allais dire, de pouvoir personnel. On est- Plus que de cap ou d'idées avec disons des qu'il y a des candidats. candidats qui veulent être candidats. On est d'accord. Non, mais on n'est pas. Il n'y a pas de différence idéologique, à mon avis, très très forte. Ce qu'on peut difficilement prévoir aujourd'hui par rapport aux législatives, c'est le résultat de la présidentielle et la dynamique de la présidentielle. C'est ça. Et là, même à gauche, parce que la Corse a voté Valls. La Corse a voté Valls, en Valls effet. aux primaires. Si Hamon est président de la République, qui va bénéficier de la dynamique de Hamon en tant que Vous candidat? êtes incroyable, Jérôme, parce que pendant que vous disiez si Hamon est président de la République, je sentais ce rictus. Vous n'y croyez pas. Je pense que ça va être compliqué pour lui. Enfin, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de candidats à gauche et que tous les sondages depuis, toutes les vagues de sondages ne donnent pas la gauche au deuxième tour jusqu'à nouvel ordre. Ça peut évoluer, mais c'est pas ce que donnent les tendances. Les thèmes, Marie-Jo, avant de passer aux 40 secondes, on a le sentiment que ce sont vraiment des projets de société, vous l'avez un petit peu dit, hein, qui rythment le tempo de cette pré-campagne. On n'est pas encore en campagne officielle. Hein. Oui, c'est ça. On a l'impression que les gens veulent un petit peu mieux comprendre, en fait. Parce que là, c'est vrai qu'on était perdus, on était complètement égarés par ces partis et ces personnages. Et ces gens qu'on a élus ou pas élus, mais qui n'ont pas du tout respecté leur programme, parce qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ils n'ont pas forcément été élus sur des programmes si à droite que ça pour le PS, mais ils ont fait finalement une politique qui était quand même assez ambiguë. Donc voilà, je pense que les gens, effectivement, ont envie de revoir un petit peu les politiques qui vont s'occuper du social, du peuple, s'intéresser à ce revenu universel, s'intéresser aux gens pour que les gens puissent simplement vivre. En plus, avec cette espèce de gabegie justement visible dans tout le gouvernement, parlement, ailleurs, on a vraiment l'impression que ça c'est important. Et puis du côté droite, c'est aussi les sociétés, les entreprises, l'importance de la France forte aussi. Ce soir, nous évoquons, comme tous les soirs, un petit peu de politique. Benoît Hamon est sorti victorieux de la primaire de la Belle Alliance populaire, autrement dit du PS, ce qui convient parfaitement à Emmanuel Macron, qui chasse sur les terres du centre-gauche, aujourd'hui orphelin. La dynamique Macron existe-t-elle en Corse? C'est le débat de votre 20h. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. C'est quand je prononce Macron. Bien sûr. Que vous arrive-t-il? Je crois que oui. Paul Tour, qui est doyen, Moi-même. historien, et certains diront même polémiste, très actif sur les réseaux Les sociaux. mauvaises langues. Et Sébastien Pisane, journaliste. Bonsoir à vous deux. Je suis Bonsoir, très heureux bonsoir. de vous accueillir pour ce débat. De quoi Macron est-il le candidat, les amis? Paul? Ça fait un peu peur cette photo. Oui, Macron, c'est le rêve américain franchouillard, c'est le Sarko de gauche. Donc ça présente jeune, ça présente sourire Albright, ça présente un peu nouveau, mais avec de très vieilles idées qui pour moi sont assez dangereuses. C'est le libéralisme dans son plus simple appareil. Bon, on va pas refaire son CV avec l'ENA, l'inspection des finances, le secrétariat de l'Élysée et ensuite le ministère de l'économie, fameuse loi Macron, hein, on se rappellera.
Donc c'est le candidat du danger pour le peuple, c'est le candidat du renouveau pour les vieux éléphants du parti et tous les pontes qui sont derrière tapis dans l'ombre comme Berger et toute la clique des Alaminck et des Alaminck, Pierre Berger, qui soutiennent Emmanuel Macron. Qui soutiennent Emmanuel Macron, oui. De la retenue dans les propos de Paul ou pas? N'est-ce pas, pour la lâcher les penseurs, comme il a l'habitude de le faire. Bon, alors bien sûr qu'il y a ce côté très décomplexé sur le plan économique, mais les enquêtes d'opinion ont semblé montrer malgré tout que Macron, c'était ce candidat qui plaisait pas mal, parce que se situant... Ça, je vais revenir. Qui plaisait pas mal, parce que, oui, ce côté essayant de s'extraire de ce rapport droite-gauche, effectivement, incarnant une certaine modernité. Alors, c'est vrai que là, la situation devient quand même particulièrement intéressante, je trouve, puisque, rentrons dans le vif du débat, on a à la fois un candidat de droite excessivement affaibli, on ne sait pas exactement comment cette affaire va se terminer. François Fillon. On commence même à avoir des appels... Nous en parlions en première partie avec Julia Seraigne, l'attaché parlementaire. Tout à fait, des appels au sein de l'UMT, des gens qui commencent un petit peu vraisemblablement à penser qu'un retour de Juppé... ce ne serait pas une mauvaise idée. De l'autre côté, effectivement, Benoît Hamon, qui semble être dans une petite difficulté. Élu à 58%, problème avec son l'aile droite du Parti Socialiste. Voilà. Lui incarnant l'aile très à gauche. Alors, d'aucuns vous diront, ne s'ouvre-t-il pas une autoroute pour monsieur pour le Emmanuel projet Macron hybride. Alors, je vais demander au réalisateur François Carole de nous envoyer une citation de Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, voilà ce qu'elle dit. Quand on a plus de 30 ans d'engagement, on a pris au sérieux la politique, qu'on a accepté de prendre des coups. On connaît la différence entre les politiques de gauche et de droite. Elle dit cela ce matin dans le journal Les Inrocks. C'est clairement une belle flèche à Emmanuel Macron. Altogénisme. Non, c'est clair qu'effectivement, il y a un gros problème avec l'aile gauche de la gauche, si tant est qu'il en reste une à peu près. Il y a moins de problèmes avec la droite. Et effectivement, c'est sûr que par rapport à tous les vieux loups de la politique, héritiers du rocardisme, alors Macron lui aussi se réclame être rocardien, il se réclame aussi de Gaulle, il se réclame de Mendes France, bientôt de Vercingétorix. Il y a un arbre généalogique qui ressemble à une forêt amazonienne, politique en tout cas. Et donc effectivement, il y a un peu un mélange des genres, et Macron c'est ça, c'est le produit hybride, comme je le disais avant. C'est un produit américain, voilà, c'est plein de composés synthétiques et certainement nocifs, mais en tout cas en extérieur, on a l'impression qu'il y a de jolies couleurs. Il semble qu'il surfe sur une sorte d'espérance. C'est pas une espérance, c'est qu'encore une fois, on le sait, la population qui a tendance à aller vers les extrêmes, encore une fois, même si on en avait déjà parlé, qui sont des soupapes du système. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, lui, il rameute derrière lui tous les anciens tenants d'un système. Pour un mec qui a écrit un livre qui s'appelle Révolution, ça fait un peu rigoler. Alors, les amis, la question du soir, c'est existe-t-il un effet Macron en Corse? Vous avez, avec Corse Matin, proposé un papier, Antoine Albertine, c'est lui qui était en charge de proposer cette enquête. En tout cas, il nous a montré un petit peu la galaxie Macron en Corse. Alors, l'économiste Marc Ferrach, qui fait partie de son premier cercle, tout comme Serge Auru. Le vice-président de la communauté d'agglomération de Bastia. C'est étrange. C'est étrange, Julien Morgan. C'est surprenant. C'est pas Julien Morgan, c'est François Taix. Non, mais le vice-président. Le jeune vice-président. C'est lui qui est... Là, pour le coup, on joue la gagne. J'ai envie de dire qu'on joue la gagne quand tout est perdu, quand on ne sait pas très bien où se rattacher au niveau local. On le voit avec... les clans différents, successifs, qui implosent, voire qui explosent. On ne sait plus très bien où se rattacher, on essaie de se trouver une légitimité nationale. Et comme tous les habitués des tiercés politiques, on essaie de jouer le cheval avec le plus de chances d'arriver. Vous êtes dans une approche quand même très dépréciative de Macron et de ceux... Alors moi, j'ai pas forcément vocation à défendre plus d'un point de vue partisan, mais je pense qu'effectivement... regardez ce qui s'est passé à gauche. Il se passe très exactement sur le plan local ce qui est en train de se passer sur le plan national. C'est-à-dire qu'on a quand même une partie du Parti Socialiste, et c'est particulièrement vrai d'ailleurs en Haute-Corse, et de tous les satellites du Parti Socialiste, qui aujourd'hui se retrouvent dans une terrible difficulté. Ils ont soutenu Emmanuel Valls, qui a fait d'ailleurs son meilleur score en Haute-Corse. Et aujourd'hui se pose véritablement la question de savoir comment se rattacher à un Macron, à un Hamon. Et d'ailleurs, Benoît Hamon va-t-il envoyer des signaux qui permettront à ceux qui ont soutenu Valls de se raccrocher à ce candidat
qui est pourtant leur candidat légitime. Donc c'est vrai qu'on peut avoir la sensation là d'une espèce de curieuse tectonique des plaques, mais aujourd'hui, que l'on veuille ou non, Emmanuel Macron représente peut-être une petite source d'espoir pour tous ces gens du Parti socialiste ou assimilés qui se retrouvent orphelins. Alors, depuis l'ouverture de la plateforme En Marche, la plateforme d'Emmanuel Macron, du mouvement d'Emmanuel Macron, apparemment, on recense près de 500 insulaires qui ont rejoint cette démarche. Oui, alors bon, bah pour l'instant, une espèce de petit bruit de fond, c'est pas énorme. C'est important effectivement d'être présent. On voit notamment sur cette plateforme que je crois très prochainement, il y a un rendez-vous au Best Western de Bastia. Voilà. Bon, bah voilà, il y a une campagne qui est en train de commencer à se mettre en place. Il y a quelque chose qui est doublement dangereux chez ce candidat comme d'autres. Attention, le sujet, c'est je ne fais pas quelque chose de personnel contre Macron. Faut bien le comprendre. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose de dangereux chez cet homme qui a déjà montré sur un très court temps de quoi il était capable au niveau du gouvernement. Alors moi, parler de marche en avant et de progrès, même au niveau local, par rapport à la Corse et ses institutions, à la volonté d'émancipation, à la volonté aussi d'équité sociale, etc., à faire une marche en avant vers l'arrière, parce que vers le libéralisme, ça me paraît extrêmement dangereux. Alors en même temps, on ne connaît pas vraiment ces propositions. Alors, il n'y a pas de programme. Exactement. Et c'est là où est véritablement le problème. Et je pense j'espère qu'on va assister rapidement à une montée en puissance. Parce qu'effectivement, on a besoin d'en savoir un petit peu plus sur ce programme, tant de manière générale que pour la Corse en particulier. On a des pistes. Bon, sur la Corse, il parle bien sûr de refonder les départements. On parle de refaire les cartes scolaires. On parle d'assouplir les 35 heures, c'est-à-dire clairement de faire voler les acquis sociaux en éclats. On parle de reculer encore l'âge de la retraite. Enfin, c'est un programme qu'on connaît déjà. C'est l'annonce, en tout cas, d'un programme qu'on connaît déjà. Il y aura très certainement très peu de surprises dans son programme au niveau du progrès. Il y aura surtout un gros retour en arrière, je pense, vers justement cette aile droite du Parti socialiste qui est très, très libérale. Alors sur un plan local, on voit quand même des personnalités, on l'a déjà dit sur ce plateau lors de précédents débats, moi, que je trouve assez intéressantes pour en tout cas un renouveau à gauche. Et je pense en particulier à monsieur Orsucci. Voilà, je pense que là, on voit qu'il y a quand même une Parce qu'il porte une certaine forme de modernité, en tout cas apparente. On verra avec les propositions. On jugera sur pièce. On verra avec les propositions. Mais cette forme de modernité, ce désir d'avoir un autre candidat que ceux qui sortent du système, même si, attention, je dis système, même si peut-être que Paul n'a pas tout à fait tort, est-il le fruit du système? C'est ce que Christiane Taubira dit en quelque sorte. Exactement, c'est le fruit du système. On le voit dans ses soutiens qui sont un peu gênants même pour lui. On le voit dans sa courte carrière politique, parce que c'est quand même un monsieur qui a que 39 ans, qui souhaite être président de la République d'une des plus vieilles nations d'Europe. Ça, c'est pas non plus... Des plus vieilles nations d'Europe qui restent quand même malgré tout... C'est plutôt bon signe en termes de démocratie. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est sur un moment charnière, parce que c'est sûr qu'il risque malgré lui de prendre un côté système si on voit énormément de socialistes rallier sa cause. La chaloupe risque de pencher à gauche, et ça, c'est vrai que ça peut faire du mal. On a eu le même problème en Grèce avec Tsipras. On croyait, les Grecs pensaient réellement que c'était une alternative. Bon, c'était très marqué gauche, voire presque, soit dans le discours en tout cas révolutionnaire. Il y avait un espoir de gauche, de renouveau, etc., qui s'est très vite effondré une fois l'accession au pouvoir. On en parlera peut-être dans un autre débat, mais je pense que ça a été un bon bouclier. Voilà, on en parlera lundi d'ailleurs, je le dis aux téléspectateurs. Mais quoi qu'il en soit, le danger, c'est effectivement de voter l'étiquette du tout neuf tout beau. Parce que derrière, souvent... on est loin du compte. Alors, ces fameuses 40 secondes que vous connaissez si bien, les amis, la question, existe-t-il un effet Macron en Corse? Sébastien, c'est avec vous que je commence. Je pense qu'il se passe quelque chose en Corse. C'était vrai déjà avant le résultat du deuxième tour des primaires de la Belle Alliance. Je crois que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Et peut-être encore un petit peu plus en Haute-Corse qu'en Corse du Sud. On a notamment une secrétaire départementale, Emmanuelle De Gentili, qui a vraiment s'est mis à fond sur la candidature Valls, avec elle tout un tas de gens qui aujourd'hui se retrouvent sans doute un peu orphelins. Macron peut être effectivement une piste, c'est pas pour autant que tout le monde va se jeter dans les bras de Macron. En tout cas, voilà, il y a une dynamique qui est en train, je crois, de se créer, qui va peut-être pimenter un peu d'ailleurs sur un plan local cette future élection présidentielle. Une dynamique qui prend sa source en Haute-Corse, surtout du côté de Bastia. Paul, même question. Donc effectivement, il y a une dynamique. Bon, déjà parce que effectivement, il y a toujours des militants socialistes qui sont très actifs et au niveau politique en Haute-Corse. Donc effectivement, il y a une implication dans le processus des primaires de gauche et de la gauche en général qui est plus important. Maintenant, Valls, on l'a vu sur le sujet de la Corse, pour parler d'un échelon très local, c'est une catastrophe. Macron, je ne pense pas que ce soit mieux.
S'il fallait jouer quelque chose de plus sincère, je dirais plutôt Hamon. Mais pour l'instant, effectivement, les choix politiques ne sont pas dans ce sens-là. C'est peut-être le choix de la gagne et le choix aussi du réunificateur d'une forme de gauche. Maintenant, moi, je ne l'appellerai pas la gauche parce qu'elle est très loin de l'idéologie de gauche. Si certains s'y retrouvent, tant mieux. Moi, je n'y retrouve pas du tout mon compte. On est plus dans le libéralisme, voire le néolibéralisme. Ou comme le dit Benoît Hamon, le candidat clignotant. Exactement. Gauche, droite, centre. Et dangereux, on ne sait pas où il va tourner. Juste pour une petite précision sur ces députés qui ont tendance, des députés de gauche proches d'Emmanuel Valls, qui ont le désir d'aller avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Emmanuel Valls a demandé à ses équipes de rester unis à gauche, même si lui ne sera pas à l'investiture de Benoît Hamon. Tout à fait. Donc entre les messages et ce que l'on doit faire, il y a souvent de grandes différences. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu sur ce sujet, sur la comète ou pas, Emmanuel Macron, notamment en Corse. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h.